Ariel Porat, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors Ariel, comme je le disais à nos auditeurs, vous êtes agriculteur, vous avez été pendant plus de 20 ans habitant du Gush Katif, de la localité de Gadid, dans le Gush Katif, on va dire c'est le sud du Gush Katif. Vous y avez développé de nombreux, à travers des serres, de nombreuses cultures, certaines vers l'exportation, en particulier dans des pousses de plants, des plants dans divers domaines, et vous avez été donc un agriculteur connu et reconnu dans le Gush Katif. Nous parlons du Gush Katif aujourd'hui à la veille de Tisha B'Av parce que d'une certaine manière, dans la société israélienne, pour beaucoup d'Israéliens, eh bien, cette date de Tisha B'Av est liée à l'expulsion des habitants du Gush Katif, à ce plan initié par le Premier ministre Ariel Sharon visant à faire sortir l'ensemble des 8 000 à 10 000 habitants du Gush Katif. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque cette période arrive de Tisha B'Av, qui est liée donc à l'expulsion de votre maison, de la maison des maisons de votre communauté à Gadid et dans le Gush Katif il y a 12 ans? C'est assez incroyable quand Ariel Sharon a décidé d'expulser les Juifs du Gush Katif. Il connaissait pas le cas, il n'a pas vérifié le calendrier juif et il a décidé la date de Tisha B'Av. Oui. Et je crois que c'est très... Et alors donc évidemment nous c'est toujours une pincée de cœur, mais pas seulement à l'époque de Tisha B'Av, mais c'est bien que c'est le passé, c'est pour nous omniprésent. C'est bien qu'on on va vers le futur et on s'organise et on se rétablit. L'expulsion du Gush Katif est constamment présente. Le fait que la réinsertion et la réinsertion de toutes les familles et la construction est un phénomène très long et très dur et qui n'est pas encore fini aujourd'hui. Il n'est pas encore terminé aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des habitants du Gush Katif qui n'ont pas réussi à refaire leur vie après cette expulsion? Alors, plus ou moins, reconstruire une maison et trouver une installation, pratiquement plus de 95-98% des familles sont arrivées. Mais au niveau emploi, énormément de familles n'ont pas repris parce que c'est des familles où le père de famille a entre 50 et 60 ans et il a pas les moyens il n'a pas la possibilité de recommencer. Donc il reste pendant des années sans occupation et sans travail. C'est quelque chose d'assez difficile. Il y a quelques familles encore qui ne sont pas arrivées à se rétablir et qui sont encore dans ce qui s'appelle les carabilotes. Et on essaye donc de les aider pour s'installer définitivement. Et il y a encore quelques familles, c'est dur. Alors donc, vous personnellement, vous avez réussi à vous réintégrer, on va dire, dans une autre vie, dans une autre partie de votre vie. D'abord, quels souvenirs vous conservez du Gush Katif? Quels souvenirs? Faites-nous partager un peu les souvenirs, les instants qui restent gravés dans votre mémoire de cette époque du Gush Katif. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Alors, pour moi, c'est des souvenirs absolument formidables. C'est-à-dire qu'il y avait une communauté fantastique avec énormément d'entraide. La vie était plus facile. Nous étions non loin de la mer. Tout était des dunes de sable. Marcher pieds nus dans le sable et regarder pousser les salades, les tomates et les fleurs. C'est quelque chose d'absolument incroyable qui pour moi tient du miracle, d'un don de Dieu. Et le fait de pouvoir aussi faire grandir la famille dans des conditions absolument protégées et bien, quoi.
Et développé. On voit à l'écran des photos de votre maison. Vous avez vous-même construit cette maison, on va dire, pendant plusieurs années. Elle s'est développée et on voit aussi quelque part les photos de votre maison détruite de l'expulsion donc du Gush Katif. Comment avez-vous vécu cette période? Comment vous personnellement d'un côté et ensuite d'une certaine manière l'ensemble de votre communauté? D'abord, j'étais très choqué le fait qu'ils aient détruit la maison et mettre en pierre et mettre tout ça en poussière. C'est quelque chose que j'ai pas compris. Ils ont essayé vraiment d'effacer toute trace d'habitation juive dans le Gush Katif d'une part, et ils ont essayé aussi quelque chose qui a été très dur pour nous, d'effacer les communautés. C'est-à-dire que l'État a pensé que si jamais elle arrive à disperser les communautés, il n'y aura pas une force qui devrait ou revenir à Gush Katif ou s'opposer à l'État ou s'opposer à quelque chose. Alors que c'était pas du tout ça le problème et que s'ils avaient gardé la communauté forte, et la réinsertion aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus réussie. Je crois qu'il y a eu énormément d'erreurs au niveau de l'État sur tout le processus. Je ne parle pas maintenant politique, mais je parle humain. Il y a eu énormément d'erreurs et c'est pour ça que ça a pris des années et des années jusqu'à aujourd'hui. C'est pas complètement rétabli. Alors, vous ne parlez pas de politique, mais je voudrais peut-être dire un mot de politique parce que finalement, cette évacuation du Gush Katif a été perçue d'une certaine manière comme une marque de faiblesse par les Palestiniens. Et je me souviens, parce que nous nous connaissons depuis de nombreuses années, je me souviens qu'une fois, vous m'aviez fait remarquer une réflexion que vous avez fait l'un de vos ouvriers, qui était en fait, si je ne m'abuse, votre contremaître, le responsable en tout cas des ouvriers arabes de Khan Younes, qui travaillaient dans vos serres, parce qu'ils travaillaient aussi pendant longtemps dans vos serres jusqu'à la seconde intifada, si je m'abuse, ou peut-être un petit peu avant, et qui vous avait dit, Ariel, nous savons à Khan Younes que tôt ou tard, on va vous battre parce que vous n'êtes pas assez fort, vous êtes trop faible. C'est-à-dire, on n'a pas pris la leçon. Le fait que dans notre réflexion européenne, cartésienne, on pense que si les Arabes s'énervent et qu'on essaye de les calmer, ça va en leur donnant en leur donnant une partie de la terre ou en enlevant les portiques magnomètres. Finalement, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est que il y a une éducation à la haine et ils ne nous veulent pas ici. C'est tout. Il faut commencer déjà à s'occuper de nous-mêmes et à décider ce que nous on veut faire. Et le fait de ne pas prendre la leçon de contenter les Arabes quand ils viennent après nous, c'est pas une solution. Donc à mon avis, la leçon n'a pas été prise. Et le résultat est là. Nous pensions en laissant toute la bande de Gaza aux Arabes, ils allaient la faire refleurir parce que ça pourrait être un paradis. Ils pourraient avoir à la place du Gush Katif, il y aurait pas avoir un club med où on serait allé en vacances ou des trucs comme ça. Non, c'est que la guerre. C'est que mettre tout l'argent dans des tunnels souterrains pour attaquer Israël, envoyer des bombes sur Israël. Alors, et en plus, l'opinion publique mondiale nous en veut alors qu'on est complètement quitté le Gush Katif et on les a laissés à eux-mêmes tout en les aidant, tout en continuant à donner de l'électricité, de l'eau, etc. Alors, le résultat, il est catastrophique. Je parle au niveau national, je parle pas au niveau personnel, mais le fait est là. Et au niveau communautaire du Gush Katif, le résultat est pas génial. Donc, on en est là. Je pense qu'il faudrait tirer des leçons ce jour de Tisha B'Av. Il faudrait comprendre que notre place est ici et il faut la définir, il faut la déterminer. Et il faut être déterminé dans notre but. Alors vous avez réussi à donc rebondir après cette épreuve. Où vous vivez aujourd'hui? Comment vous êtes installé? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Alors, je vais faire ça en plusieurs étapes. Au niveau personnel, donc la maison, nous avons construit une belle maison. Les infrastructures autour ne sont pas encore finies 12 ans après. Bon, mais je passe là, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais ça va se faire. Au niveau travail, après l'expulsion du Gush Katif, nous avons remonté notre pépinière dans un endroit temporaire à Massout Yitzhak. Et il y a 2 ans et demi, j'ai reçu un terrain définitif. Et je suis actuellement en train de passer encore une fois mais toute mon installation, toute ma pépinière dans un endroit qui
si Dieu veut, sera définitif puisque il est de notre propriété, donc nous l'avons reçu comme dédommagement. Et donc ça veut dire que 12 ans après, vous êtes encore pas à 100% installé et que vous ne prenez possession. Non, pas du tout. On est en train de revivre une petite expulsion. Évidemment, ça fait déjà pas mal de mois que nous préparons pour que ça se passe relativement bien. Mais je suis encore en discussion et avec l'État pour être dédommagé pour le double passage. Ce jeudi-là, j'ai une réunion où va être estimée la valeur d'un dédommagement pour le double passage, etc., etc. Donc, nous sommes encore complètement Ça veut dire, Ariel, ça veut dire que si ce précédent peut servir, on va dire, de leçon, cela veut dire que c'est envisager aujourd'hui l'évacuation de 8000 habitants, par exemple, de la Judée et de la Samarie, ne serait-ce que 8000 habitants de la Judée et de la Samarie, et dans le cadre d'un éventuel processus de paix, on parle d'une évacuation de 80 000. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, à votre avis, inimaginable, irréalisable ? Alors, je ne parle pas de niveau politique. Techniquement, l'État n'est pas arrivé à déplacer 8000 personnes ou 10 000 personnes de manière correcte. Comment vous voulez faire autre chose? Et ils ont dépensé des milliards et des milliards qui ne sont pas arrivés dans les poches des gens, mais dans l'armée et dans des infrastructures mal formées, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu, on peut pas parler d'une réussite. On peut parler, techniquement, c'est pratiquement impossible. Déplacer 10 000 personnes, l'État, moi, je lui donnerais une très mauvaise note donc, sur ce niveau-là, alors que elle pourrait, on arrive à faire des projets formidables et l'armée est formidable et le pays sait faire des belles choses, mais apparemment quand il s'agit de faire des expulsions, il n'est pas à la hauteur. Donc techniquement je pense que c'est pas possible, et politiquement évidemment, si nous essayons de tirer la leçon du Gush Katif ou de toute autre chose, ça ne mènera qu'au pire, ça ne mènera que encore à des bombes et des révoltes, et ça n'amènera pas à une solution de paix. La solution de paix, ce sera quand Israël décidera de son avenir tout seul et qu'il sera suffisamment fort pour rester sur ses positions. Eh bien, Ariel Porat, merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com pour nous faire partager vos sentiments en cette période donc de Tisha B'Av qui correspond depuis 12 ans à l'expulsion des 10 000 habitants du Gush Katif dont vous étiez. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Be'atzlacha pour la suite de votre vie et le développement de votre carrière professionnelle d'agriculteur, je le rappelle, et de pépiniériste, exactement. Voilà, en Israël en particulier, dans la région, on va dire dans la région de Yad Binyamin, autour de Yad Binyamin, Ashkelon. Voilà, c'est plus au sud. Daniel, merci à bientôt. Et on attend les Mashiach et on attend de reconstruire le Beth Amikdash sur le mont du Temple. Voilà, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous et Tzomkal également pour Tisha B'Av.